Salut les amis, nous voici de retour pour que je critique un livre que j'ai découvert maintenant et qui est Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton. Alors, j'ai un peu lu ce livre parce que Lynx en a parlé, mais pas que. Je pense que je l'aurais lu de toute façon. En gros, quand je l'ai vu, je me suis dit que ça me tentait bien. Potentiellement, je me suis dit que ça me tentait encore plus parce que Lynx en avait parlé, mais c'est pas sûr à 100% que ce soit que pour ça. Résumé, alors, on est dans une histoire d'enquête. Si vous connaissez la vidéo de Lynx, vous savez déjà de quoi ça parle, mais je vais vous l'expliquer quand même, parce que tout le monde n'est pas obligé d'avoir regardé la vidéo de Lynx, et puis en plus, elle sera sûrement sortie depuis des années quand je sortirai cette vidéo. Donc, c'est une histoire d'enquête. On suit un perso qui est amnésique, qui est dans une maison où il y a une espèce de grande réception avec plein d'invités, un truc très mondain, un bal masqué, etc. C'est une maison très vieille, et en même temps anciennement riche mais maintenant qui se dégrade et apparemment qui n'a pas été utilisée depuis des années, où il s'est passé un meurtre il y a quelque chose comme 15 ans, il y a très longtemps, et c'est l'anniversaire du meurtre, ou 25 ans, je suis plus sûre de la date exacte, mais ça fait un bail, et à l'anniversaire du meurtre, ils ont décidé de réinviter toutes les mêmes personnes qui avaient été là le jour où il y avait eu le meurtre il y a 15 ans ou 25 ans. Ce qui est assez glauque de base, et donc notre héros qui est amnésique en début d'histoire, il entend que quelqu'un se fait agresser, il se demande qui c'est, la seule chose dont il se rappelle c'est le prénom Anna, il se dit que ce doit être quelqu'un à qui il tient et qu'il faut qu'il sauve, et en fait il va commencer donc à essayer de comprendre où il est, qu'est-ce qui lui arrive, etc. Sauf que quand sa journée se termine, il se réveille en étant quelqu'un d'autre, et un mec déguisé avec un costume de médecin de peste, va venir lui dire qu'il faut qu'il résolve donc le meurtre d'Evelyn Hardcastle qui se fait tuer le soir, je me rappelle plus à quelle heure, mais peut-être dans les 22h ou dans ces eaux-là, mais en tout cas c'est au moment vraiment de la soirée où il y a le bal, etc. Et donc lui, il doit trouver qui est le meurtrier. S'il trouve, il pourra sortir d'ici. S'il trouve pas, chaque jour, il va se réveiller dans un personnage différent. Il aura le droit à 8 personnages en tout. Et si à la fin de la boucle, il n'a pas résolu le meurtre, il sera réinitialisé. Il recommencera dans son premier rôle en étant de nouveau amnésique. Et ce, jusqu'à ce qu'il résolve ce meurtre, ou que quelqu'un d'autre le résolve, parce qu'on apprend aussi qu'il a des concurrents. Et que le premier qui résoudra ce meurtre pourra sortir, alors que les autres ne pourront pas sortir, et seront toujours condamnés à revivre cette journée plein de fois. On sait aussi que le héros est le seul qui a le droit à plusieurs personnages. Ses concurrents, ils ont qu'un seul personnage, par contre, eux, ils se rappellent beaucoup plus des jours précédents. Donc des jours qui est la même journée qui se répète, et qui se répète encore et encore. Lui il se rappelle que du coup de ce qu'il voit dans ses 8 autres, mais il se rappelle pas de ce qui s'est passé avant. Donc voilà, c'est un espèce de jeu entre guillemets, jeu évidemment macabre, etc., où les personnages n'ont pas le choix, donc ça ressemble un peu aux jeux vidéo où vous êtes enfermé dedans et obligé de jouer pour s'en sortir ou ce genre de choses, sauf que là c'est la réalité, c'est pas un jeu vidéo. Je vous le dis, je pense que voilà, c'est un petit spoil si vous voulez, mais c'est pas un jeu vidéo. Donc on a envie à la fois de savoir comment ça se fait que le gars revit cette journée en boucle, on a un peu envie de savoir qui va tuer Evelyn Hardcastle, parce que dans sa première journée, le héros va un peu sympathiser avec elle, et elle a l'air vachement mélancolique, et elle sent qu'un seul truc va lui arriver. Elle se dit que sa famille veut sûrement la punir, parce que en gros c'est un des enfants de la famille Hardcastle qui s'est fait assassiner, on va dire que c'était il y a 25 ans, je suis désolée si c'était pas ça. Et donc elle, depuis, elle a été exilée à Paris, et là on l'a réinvitée exprès pour cette espèce de commémoration macabre, et elle dit clairement qu'elle le sent pas, et qu'elle pense que ses parents ne lui ont jamais pardonné, parce qu'en fait elle était supposée surveiller son frère le jour où il a été tué. En fait, elle a 2 frères, donc elle a celui qui est mort, qui s'appelle Thomas, et celui qui est encore en vie, qui s'appelle Michael. Les parents voudraient la punir de ne pas avoir protégé Thomas quand elle était enfant, quand ils étaient tous les 3 enfants. Et donc ils l'invitent potentiellement pour la punir. Donc le héros va évidemment se demander s'ils ont envie de la punir au point de la tuer. Est-ce que c'est eux, est-ce que c'est pas eux, est-ce que ça n'a rien à voir, qu'est-ce qui se passe? Et dans cette maison, où déjà l'atmosphère est glauque, les gens sont tous en train de se cacher des choses, c'est des riches un peu hypocrites qui ont l'air vraiment de pas avoir beaucoup de sentiments, etc. Donc on est dans un monde de connards, et en fait il y a des complots partout, tout le monde se cache des choses, tout le monde fait des coups en douce derrière les gens, etc. Donc il y a un gros imbroglio de saloperies, et les gens sont presque tous des connards, etc. Donc c'est un livre à la fois dur, mais avec quand même une part d'espoir, je peux pas vous spoiler en quoi.
mais il y en a. En tout cas, voilà, on est dans une ambiance où on est un héros amnésique au milieu de plein de connards, et donc on va découvrir des révélations tout le long sur les gens, parce qu'au départ, ils ont pas l'air si terribles, mais finalement, les gens sont jamais ce qu'ils semblent être, et ils cachent tous des secrets assez glauques, etc. Et évidemment, on va devoir comprendre quels sont leurs secrets pour comprendre pourquoi ils les cachent, pour savoir si ça a un rapport ou non avec le meurtre. Enfin, je dis on. Le héros va devoir le faire, nous on essaye, mais moi j'ai un petit peu galéré. Rien que là, en faisant ma critique, je vais essayer d'être claire, mais je risque d'un peu galérer parce que c'est le printemps. Je suis vraiment en plein dans les allergies de printemps. J'ai migraine, brouillard cognitif, tout ça. Donc c'était pas trop le moment de lire un livre comme ça qui est assez compliqué à suivre. Mais bon, on fait pas exprès. Hein. Une fois que je l'ai commencé, j'allais pas l'arrêter et me dire non, ce livre n'est pas approprié à cette période. Je l'ai fini. J'en ai sûrement pas profité autant que j'aurais pu, c'est dommage. Histoire, donc c'est très clairement une enquête, mais comme je vous dis, avec un côté un peu Battle Royale, pas sur le côté où on s'entretue, même si je peux tout de suite vous dire que les concurrents, tout est un peu permis pour gagner, donc ils peuvent très bien se massacrer les uns les autres, et il y a un des concurrents Enfin, il y a un personnage en fait qui fait extrêmement flipper le héros, qu'ils appellent le valet de pied. Bon, c'est pas le seul valet de pied de la maison, mais lui, c'est le valet de pied, c'est le gars qui fait flipper le héros, dont il a une espèce de vague souvenir, même s'il se rappelle pas qui c'est, pourquoi et tout, mais rien que quand on lui dit le mot valet de pied, il frissonne. Et en fait, ce gars-là va le menacer, le poursuivre, et dès son premier perso, le gars lui met un lapin mort dans sa chambre, et du coup, son perso s'évanouit en voyant ça, et ça lui fait qu'il se réveille dans son deuxième hôte, parce qu'en gros, il change d'hôte quand ses incarnations s'endorment. Donc s'il s'endorme en plein milieu de la journée, il va revenir dans celui-là plus tard, mais s'il s'endorme en fin de journée, ce sera fini. Et mourir, ça compte comme s'endormir, donc si on veut lui donner moins de chances de réussir, le tuer, ça peut marcher, et ce fameux valet de pied va pas se priver de le faire, je peux tout de suite vous le dire, je pense. Donc voilà, il va devoir s'en sortir avec 8 persos face à des adversaires qui sont prêts à tout pour être les premiers à gagner. Et il y a dans cette équation cette fameuse Anna, que lui il a l'impression que c'est une personne à qui il tient, même s'il se rappelle plus pourquoi, ni qui c'est, ni etc. Et elle va aussi un peu être sympa avec lui, mais le personnage en costume de médecin de peste va lui dire, il y en a qu'un seul qui peut s'en sortir, donc tu peux pas sauver Anna. En plus, il essaye vraiment de le mettre en garde en lui disant vous êtes des concurrents. Anna aussi, c'est une de tes concurrentes, elle t'a déjà trahi et elle va sûrement le refaire, donc ne lui fais pas confiance. Mais voilà, le héros va être coincé dans tout ce bordel. Lui, au début, qui paraît très naïf, etc., mais qui va se réveiller au fur et à mesure, parce que comme il va garder ses souvenirs des jours précédents, au fil de ses incarnations, il va prendre des petites bribes des personnalités de ses hôtes, et il va se reconstituer lui-même à partir de ce qu'il va voir dans ses journées. Bon, c'est pas des trucs très clairs, donc ça fait pas que les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes ou qu'on voit leurs meilleurs aspects, mais en tout cas il va se reconstruire, et plus il sera construit, plus ses décisions vont avoir du sens, et plus il va avoir un peu de force de personnalité, même si aussi plus le temps passe, et plus ses hôtes sont forts par rapport à lui, plus il se perd un peu en eux, et des fois il a du mal à garder le contrôle sur eux, etc. Donc il y a un équilibre entre les deux, où à la fois il se reconstruit, à la fois des fois il se dissout un peu en eux. Voilà. Le concept, c'est vraiment, je pense, le truc le plus original qu'il y a dans ce bouquin, c'est vraiment la grosse qualité, c'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas, moi que j'avais jamais vu et que je trouve cool, parce que, je vous dis, le perso recommence la même journée dans des persos différents, sauf que lui, il se rappelle de ses persos précédents, donc des journées qu'il a vécues tant qu'elles font partie de la boucle des 8, et ses concurrents se rappellent aussi de ce qui s'est passé pendant les jours précédents. On ne sait pas eux combien de jours ils se rappellent, en tout cas, et on ne sait pas avec quelle précision ils s'en rappellent, en tout cas on sait qu'ils se rappellent des choses. Eux, ses concurrents, ils ont droit à une seule journée, lui du coup il en a 8, et en fait on peut se dire du coup il recharge juste dans des autres différents, donc avec des caractéristiques différentes, genre t'as un perso qui est plus doué sur le physique, t'en as un autre qui est plus doué sur le mental, parce qu'à un moment il est dans un mec qui est super gros et du coup qui a beaucoup de mal à se déplacer, etc. Et il est frustré parce qu'il a du mal à se déplacer. Par contre ce mec est super intelligent, et donc il fait des connexions de malade, et l'enquête avance beaucoup, parce que le gars a vraiment beaucoup d'idées, qu'il est très observateur, et il a beaucoup de facilité aussi à parler aux gens et à leur faire avouer des infos, etc. Donc en fait, ils ont un peu chacun leur qualité. Donc on peut se dire, en fait, on joue juste avec des cartes différentes, mais non, parce que comme chaque jour, il se rappelle de ce qu'a fait son lui de la veille, au final, il peut se faire des espèces d'interactions entre ces différents lui, comme dans les histoires de voyage dans le temps. Donc très clairement, je pense qu'on peut ranger un peu
ce récit comme une histoire de voyage dans le temps, parce que même s'il n'y en a pas à proprement parler, le fait que les héros soient des personnages différents qui agissent dans la même timeline, bah, du coup, lui, ça fait comme s'il connaissait le futur, même si, comme ses actions peuvent potentiellement le modifier, ben, des fois, c'est pas exactement ce qu'il pensait qui va arriver, mais surtout, il surprend beaucoup les autres, parce que c'est lui, en fin de compte, qui a le plus de possibilités de changer de choses avec tous les persos qu'il incarne. Donc il va vraiment faire dévier la journée au fur et à mesure. Donc oui, je pense que ça, je peux déjà vous le spoiler. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour que la journée reste telle qu'elle est, parce que quand il a obtenu des infos ou qu'il a réussi à faire des choses, enfin c'est surtout justement d'avoir obtenu des infos, il faut pas qu'il se les fasse réoublier, donc il faut pas que ce qui lui a permis de les obtenir change. Donc il y a beaucoup de moments où il va devoir faire en sorte que la boucle reste sur plein de détails, avec ses persos et leurs interactions, mais il y a aussi des moments où il va vouloir faire des bifurcations pour sauver quelqu'un, ou juste pour tenter des trucs, parce qu'au départ, le fait d'avoir l'impression d'être coincé dans une histoire déjà fixée, ça le désespère énormément, donc au départ, il va beaucoup faire des choses pour mettre des coups de pied dans la mare, bon, vous comprenez ce que je veux dire, des coups de pied dans la fourmilière, des pavés dans la mare, et finalement, quand il va voir qu'il peut changer ce qui se passe dans la timeline, et qu'il n'est pas obligé de faire que des boucles avec lui-même tout le temps, ça va lui donner énormément d'espoir et de motivation pour se battre, même si y a beaucoup de choses aussi qui vont lui en faire perdre, hein, parce qu'il va apprendre des révélations déprimantes sur des gens qui croyaient sympas et à qui il faisait confiance et compagnie. Là, je vous dis pas du tout qui, parce que tout ça, c'est important de pas le spoiler. En tout cas, voilà, du coup, voyage dans le temps et personnage qui se croise lui-même, qui essaye de déduire des choses en se disant mon moi du futur, qu'est-ce qu'il pourrait bien faire, vu que c'est quand même moi, je vais essayer de le deviner, et inversement, les lui du futur, qui, comme ils savent déjà ce que font les lui du passé, qui vont des fois passer sans que lui il sache encore, parce que lui il sait qu'il a 8 autres, mais il sait pas encore lesquels c'est. Il le saura quand il sera dedans. Il y en a certains où il s'en doute parce qu'ils lui ont dit ou qu'ils ont fait des choses qui lui ont fait comprendre que c'était des doutes de lui, mais il y en a certains où il sait pas. Et surtout au début, quand il comprend pas bien le concept, il y a plusieurs fois des persos qui vont le croiser et lui ça va au contraire attiser sa méfiance parce qu'il se dit comment il sait tant de choses sur moi, qui c'est ce mec là, il m'a espionné, etc. Que non, c'est un futur lui en fait. Donc voilà, gros bordel à ce niveau. C'est à la fois très intéressant et pas du tout pratique quand on a la migraine. Donc le concept c'est comme un voyage dans le temps mais dans des personnes différentes, donc c'est cohérent. Ça m'a pas fait planter le cerveau comme pour les voyages dans le temps, même si je pense que mon cerveau a craché à de nombreux moments. Donc voilà, et le concept aussi d'être enfermé, comme je vous dis, dans un espèce de huis clos, Battle Royale ou ce qu'on veut, où un seul s'en sortira et il y a une compétition, etc. Enfin, c'est un mélange de plein de choses, mais c'est un mélange vraiment qu'on n'avait jamais vu, et tout ça sur fond d'enquête, je trouve ça vraiment très stylé. Déroulement de l'intrigue, on est vraiment avec notre héros, mais comme lui, je vous disais, ces persos dans lesquels il se réveille, ils sont pas complètement annihilés. Le premier, il a l'impression de quasiment rien se rappeler de lui, et il fait pas vraiment la différence entre le perso et lui. Le premier, c'est un médecin qui s'appelle Sébastien Bell, et donc lui, au départ, il se dit tiens, je suis Sébastien Bell, c'est bizarre, ça me rappelle rien. Et quand la journée se déroule, à un moment, il y a quelqu'un qui se fait agresser devant lui, et il se rend compte qu'il flippe et qu'il n'arrive pas à bouger. Il trouve ce qui arrive horrible, mais il n'arrive pas à défendre la personne. Et après, il se dit bon, je viens d'apprendre que j'étais lâche, du coup, je me dégoûte, etc. Et en fin de compte, plus tard, il se dira c'était une caractéristique de mon hôte. Mais sinon, sur Sébastien Bell, il n'a pas appris beaucoup de choses. À ce moment-là, il faisait pas trop la distinction, mais plus les jours vont passer et plus les caractéristiques de ces autres vont être présentes. Et comme je vous disais, ils ont vraiment chacun leurs caractéristiques. Encore une fois, ça fait très caractéristique de jeux vidéo, je trouve, parce que ouais, il y en a qui sont doués en intelligence, il y en a qui sont doués en déplacement, il y en a qui sont courageux, il y en a qui sont violents. Donc il y en a où ils vont avoir envie de faire des choses horribles et lui, il va devoir lutter pour les maintenir entre guillemets dans le droit chemin. Il y en a qui sont au contraire qui ont des instincts qui vont lui servir. Par exemple, je pense que je peux tout de suite vous dire qu'à un moment, il va incarner un flic. Et du coup, le flic va énormément le faire avancer dans son enquête parce qu'il a des bons instincts pour ce qui est justement de chercher des indices, de faire des recoupements, etc. Donc vraiment, même si on est avec un seul héros, au départ d'ailleurs, ce héros, on ne connaît pas son nom, on ne connaît pas son histoire, on ne connaît rien de lui, on connaît que le perso dans lequel il se retrouve, donc on est paumé avec lui. Au bout d'un moment, son nom va lui revenir, ou quelqu'un va lui dire, je crois que oui, c'est la fameuse Anna qui va lui dire.
Mais il va retrouver quelques infos sur lui, mais on en saura quand même très très peu sur lui. Et donc au final, on voit l'histoire à travers ses autres, qui eux-mêmes sont un peu différents. Et même si du coup, lui, il les juge, comme je vous dis, quand il se retrouve dans un gros, il est en mode oui, on peut rien faire, c'est chiant. Quand il se retrouve dans un vieux, il se dit oui, le manque d'énergie, c'est chiant, etc. Quand il se retrouve dans un con, il se dit ouais, bah, j'ai l'impression d'avoir tout le temps le cerveau dans le flou. C'était tellement bien hier quand j'étais dans le gros, mais qui pensait clairement. Ouais, ben voilà, on sent que. On est du point de vue de quelqu'un qui s'identifie à aucun de ses personnages et qui fait vraiment la distinction avec lui-même. C'est encore une fois assez original et assez intéressant, je trouve, comme concept. Ah bah, personnage, donc nous, notre héros, voilà, je vous dis, on en sait très peu. On finira par savoir son nom, donc il s'appelle Hayden Bishop. C'est Anna, comme je vous disais, qui va lui apprendre avec une figurine de fou de jeu d'échecs, en lui disant bah voilà, ça c'est toi, c'est Bishop quoi. On sait pas grand chose sur lui, et puis comme je vous dis, on va avoir des révélations au fur et à mesure sur son passé qui vont nous mettre des doutes sur lui, et lui-même il a peur d'être aussi une grosse merde, parce qu'il apprend que tous les gens sont des connards, et il se demande qu'est-ce qu'il fait là, et s'il est là, il y a peut-être une raison, etc. Donc le médecin de peste va lui dire « Vous êtes le seul à être rentré ici volontairement, mais on sait pas trop ce que ça veut dire. » Et encore une fois, voilà, donc le gars va avoir des doutes sur lui-même, et lui-même il va se découvrir, même s'il est plus en train d'essayer de découvrir qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison de fous. Il y a aussi découvrir lui-même, découvrir ses autres. Donc les personnages, on est un peu en permanence en train de les découvrir. La fameuse Anna, il lui fait confiance, mais on sait quasiment rien sur elle, à part qu'elle a l'air sympa, et que le médecin de peste nous dit « Attention, elle va te trahir ». Bon, c'est assez limité, et comme c'est pour lui c'est un peu sa seule amie dans toute cette histoire, ben il a pas envie d'y croire, et il continue de se dire qu'il veut la sauver, et que ça sert à rien de se battre si on peut même pas essayer de sauver les gens, etc. Donc c'est assez noble de sa part, mais comme je vous dis, on apprendra peut-être que c'est un connard, on sait pas en fait. On sait pas du tout où on met les pieds, et ça c'est cool. Comme je vous disais, dans la maison, les gens sont tous des connards, c'est presque tous des riches, un peu aristocrates, etc. Par exemple, il y a un mec qui était un ancien pauvre, qui a été... je sais pas si on peut dire anobli, mais en tout cas enrichi, et qui se comporte comme un gros connard, qui essaye de faire chanter les gens en apprenant des scandales sur eux, et qui à un moment recale une domestique en lui disant non, toi tu m'appelles par mon nom, tu m'appelles pas par mon prénom, je suis plus dans la cave avec toi et tout. Vraiment, on est avec des gens qui sont pas aimables de base, et qui sont tous détestables à leur manière, même si on peut tous avoir un peu de compassion aussi pour eux d'une autre manière. Vraiment, voilà la fameuse Evelyn Hardcastle, elle a l'air triste, mélancolique et tout. On sait pas si c'est qu'une façade. On la voit aussi être désagréable avec des gens, recaler des gens, se moquer et humilier justement le gros qui s'appelle Ravencourt. Mais bon, on finira par savoir pourquoi, hein, c'était pas complètement gratuit non plus. En tout cas, les gens sont des connards, les personnages sont des connards, mais on a envie de les comprendre et c'est intéressant. Le reproche que je ferai globalement au livre, et du coup que j'ai envie aussi de faire au personnage, c'est que tout se passe très vite, et on est vraiment beaucoup dans info, et il y a assez peu de moments d'émotion ou de contemplation. Il y en a pas zéro, et quand il y en a, ils sont très forts. Mais il y en a peu, et ça avance très vite, et on est vraiment en train de nous balancer des infos à la gueule sans arrêt. Et donc moi, il y a beaucoup de moments où j'étais tellement en train de me dire « Attends, lui c'est qui déjà ? Ah oui, lui c'est le fils de lui c'est la sœur de... Enfin, elle c'est la sœur de lui, et puis lui c'est le mari de truc, et puis en fait, elle, on a appris que finalement c'était le fils bâtard de machin, et puis machin... » Il y a tellement d'infos comme ça qu'il faut retenir pour essayer de savoir qui en veut à qui et pourquoi, et quels sont les scandales et machin, que en fait c'est assez dur de rentrer émotionnellement dans les personnages, vu le niveau de réflexion qu'on est obligé d'avoir pour suivre l'enquête, quoi. Donc c'est vraiment un défaut que j'ai envie de faire, parce que les personnages ils sont marquants, stylés, charismatiques, très différents et tout ce qu'on veut, mais on fait quasiment que les croiser, j'ai l'impression. On a des bonnes descriptions d'eux, tiens, sur les apparences. Je me le suis vraiment dit à plein de moments, comme je vous disais, le Ravencourt, on nous a tellement bien dit qu'il était gros, avec ses plis de graisse et compagnie, que c'était dur de se déplacer dans son corps. Le gars, que quand il bouffe, il a l'impression d'être un espèce de porc qui bouffe dans son auge, etc. Enfin, tout est tellement... c'est même un peu exagéré, mais justement, ça nous rend extrêmement marquant et sensible, la sensation d'être un mec énorme. Et c'est ça aussi avec le gars un peu drogué qui est tout le temps angoissé, un gars, comme je vous disais, qui a des pulsions un peu violentes et qui a tout le temps envie d'agresser des servantes, etc. et qui est excité pour un oui ou pour un non... quand il y a des trucs malsains ou en rapport avec des filles, etc. Et tout le monde, du coup, le déteste, et les filles se sentent agressées dès qu'il arrive. Donc c'est très dur de faire la journée dans son rôle, parce que tout le monde interprète mal tout ce qu'il fait, et tout le monde a des rancœurs contre lui, etc. Enfin, bon, ça, vous allez me dire, c'est pas vraiment une apparence, mais c'est un truc où on a vraiment une caractéristique saillante du perso.
vraiment, ouais, les 8 persos que va incarner le héros sont très distincts les uns des autres et assez marquants. Et même les persos dans la maison, je vous disais, Evelyne, on nous décrit comment elle est habillée, comment elle est dans sa tête et qu'elle a l'air mélancolique et tout ça. On nous dit ouais, comment elle est coiffée et tout. Donc il y a vraiment beaucoup de détails, des apparences aussi pour nous dire justement un tel qui se tient comme ci, comme ça, et comme ça on peut en déduire si c'est quelqu'un de prétentieux, si c'est quelqu'un finalement qui a de la compassion mais qui le cache. On essaye aussi de deviner les liens familiaux entre les persos, parce que comme je vous disais, il y a des bâtards cachés, des trucs un peu comme ça, fourbes. Donc vraiment, ouais, on nous décrit bien les persos et c'était une bonne qualité. On nous décrit aussi bien la maison, comme je vous disais, qui est vraiment du neuf et du clinquant sur du vieux. Donc il y a beaucoup de choses où dès qu'on creuse un peu derrière les apparences, tout est crado, tout tombe en miettes, etc. Et ça rajoute au côté malsain et un peu creepy et tout de la maison. Ouais, je trouve ça vachement stylé, le côté vraiment manoir, un peu hanté par les souvenirs de l'ancien meurtre et tout. Donc ouais, les apparences étaient bonnes et les descriptions globalement étaient bonnes. Personnalité, je vous ai dit, on sent les personnalités de tous les autres, les personnalités aussi de tous les gens qui sont là. On comprend bien ce qu'ils font, pourquoi ils le font, etc. Mais comme je vous dis, on est peut-être un peu trop dans l'analytique et j'aurais aimé qu'il y ait plus d'émotionnel. Globalement, j'aurais aimé que ce soit plus long, qu'il y ait plus de détails, qu'on puisse plus s'absorber dans les choses, qu'il y ait plus de côté contemplatif. Là, il y a vraiment un côté bam 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 où on nous met constamment des révélations, etc. Donc à part le tout début où on est perdu en train de se balader dans un perso amnésique, après ça s'enchaîne mais de ouf. Et le rythme et l'intensité des émotions qu'on reçoit, enfin non, des informations plutôt qu'on reçoit justement, éclipse pas mal les émotions, en tout cas pour moi. Et ça, c'était un peu dommage. Évolution, alors il y a une énorme évolution, parce que, comme je vous disais, le héros, on part d'un mec amnésique qui a aucun souvenir à part le prénom d'Anna, d'un gars qui retrouve son propre prénom, qui commence à s'attacher à des valeurs, à apprécier certaines personnes, et qui se méfie un peu de tout le monde, même du médecin de peste qui lui dit qu'il veut l'aider et tout, parce qu'il lui dit, il se dit, ça se trouve, il ment à propos d'Anna, ça se trouve, il manipule aussi, etc. Enfin, on est vraiment dans un truc où on peut faire confiance à personne, et malgré tout, on est avec un héros qui, de temps en temps, a des accès de compassion envers les gens, et qui voit le côté triste et vain de tout ce qu'ils font, le côté vraiment tragédie de cette journée qui se répète, etc. Ça le rend attachant et intéressant, et comme je vous disais, il prend un peu de tous ses autres, et il prend de tout ce qu'il vit, et il vit des trucs de plus en plus horribles. Il a des gros principes à des moments, et on se demande si ces principes vont tenir la route, parce qu'il prend cher au fur et à mesure de ses jours, et on voit des petits extraits de ses lui futures qui lui laissent penser qu'il va lui arriver des trucs atroces, et tout ça, c'est vraiment très prenant, ça donne vraiment envie de continuer, ça fait cliffhanger original et pas artificiel, et vraiment, ouais, il y a une progression de lui principalement. Il va y en avoir d'autres persos, mais c'est vraiment surtout de lui, un peu d'Anna aussi, hein. Mais ouais, on est surtout avec lui, et un ou deux autres persos dont je peux même pas vous dire qui c'est, parce que ça serait spoilant rien que de vous dire qu'ils sont importants. L'univers, les lieux et créatures, alors on est dans quelque chose de conceptuellement original où ce serait un spoil de vous dire ce que c'est, mais en tout cas même l'original, enfin le concept est original et c'est un univers entre guillemets particulier parce que c'est pas quelque chose qui est possible dans le nôtre, hein. Je pense que ça je peux bien vous le dire que le fait de se réveiller tous les jours dans des autres différents, etc., c'est pas quelque chose qui est possible dans notre univers. Donc on sait pas si c'est un futur lointain, si c'est un monde avec un fonctionnement différent. Ça, on le saura pas vraiment, mais en tout cas, on comprendra ce qui est en train de se passer ici. Et moi, je trouve déjà ça vachement bien. Je trouve l'idée vraiment géniale. Donc l'univers et les créatures, je pense que c'est une qualité. Malheureusement, je peux pas vous en dire grand-chose sans spoiler. Logique et cohésion. Moi, on m'a complètement perdu. J'ai pas vu de faute et je pense pas qu'il y en ait. J'ai vraiment l'impression que le mec a travaillé son truc comme un dingue. Mais encore une fois, je trouve qu'il aurait dû mettre plus de fioritures. Voilà, il aurait dû faire en sorte que la pilule passe mieux parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'on m'a balancé des fois des comptes rendus à la gueule. Alors certes, ils sont mis en forme en conversation, etc. Et il y a quand même le côté où quand un perso méchant te fait une révélation, il va avoir un petit sourire machiavélique et tout ça. Enfin, c'est pas vraiment juste un compte rendu bam bam bam. Mais ça va très vite. Et les informations, les révélations, etc. s'enchaînent de ouf. Il y a des moments où on pense un truc et le chapitre suivant, on apprend que c'était faux, etc. Enfin, ouais, j'aime bien ce genre de choses, mais là, ça va tellement vite, etc. Bon, après, comme je vous dis, c'est peut-être parce que j'ai la migraine, peut-être parce que je suis dans le brouillard cognitif avec mes allergies. Ça n'a pas dû aider, mais j'aurais quand même aimé que ce soit plus soft, que ce soit un peu plus dilué dans quelque chose de plus simple, de plus doux, de plus contemplatif ou de plus lent. Parce que là, ouais, ça m'a surchargé mon processeur, quoi.
Mystère et découverte, il y en a énormément. On a envie de savoir pourquoi les persos sont là, qui ils sont en réalité. Moi, réellement, j'étais pas trop motivée. Enfin, bien sûr, je voulais savoir qui assassinait Evelyn Hardcastle et pourquoi, mais pour moi, j'étais beaucoup plus motivée pour comprendre pourquoi le héros était là, qui il était avant, quel est cet endroit, pourquoi les gens sont condamnés à revivre cette journée. Enfin, c'est plus tout ça qui m'intéressait. Et donc, de toute manière, vous aurez du mystère et de la découverte, que vous vous intéressiez à l'histoire dans l'histoire ou à l'histoire, voilà. Que vous vouliez savoir qu'est-ce qui arrive au héros, pourquoi il est là, ou qu'est-ce qui se passe dans cette maison, qui fait quoi et pourquoi. Dans tous les cas, vous aurez de quoi faire au niveau info et au niveau mystère. L'écriture, comme je vous dis, elle est bonne, les descriptions sont bien, les personnalités sont bien, les persos sont marquants et bien diversifiés et bien caractérisés et tout. C'est vraiment juste le côté un peu indigeste pour moi, en tout cas du truc qui fait que voilà, on te balance des révélations dans un sens, dans un autre, en fait finalement tout était faux, mais finalement pas tant que ça, etc. Un chapitre à l'autre, il y a des moments où j'ai dû revenir en arrière, faire des pauses, me dire non, ce soir c'est pas possible, je vais attendre d'être à tête reposée le matin quand je suis un peu plus en forme et tout, mais ouais, ça m'a un peu épuisée, donc voilà. Je pense que c'est quand même un défaut d'écriture d'avoir trop balancé à la gueule, et à la fin, dans les remerciements, le gars dit merci à mes premiers bêta-lecteurs qui ont vu le projet quand il était un peu en format David Lynch, où rien n'était clair et où tout était balancé à la pelle, etc., et qui m'ont fait comprendre que c'était pas une honte de récapituler les événements au fur et à mesure. Je me suis dit, ah ouais, qu'est-ce que ça serait si tu les avais pas récapitulés au fur et à mesure ? Parce que moi, j'aurais aimé que tu les récapitules beaucoup plus que ça. J'aurais aimé qu'on suive les pensées du héros qui fait lui-même les rapprochements, qui se dit « Attends, mais c'est vrai que machin, en fait, c'est lui, et que machin, finalement, il est énervé à cause de ça, etc. » Enfin, j'aurais aimé qu'on suive les pensées du perso. Là, on voit le perso qui trouve les indices, et ensuite, on le voit qui en parle avec les gens, qui parle comme si c'était acquis, etc. Mais on a rarement texto, il a découvert ça, point, et après le rappel de oui, vu qu'il a découvert ça, maintenant il va faire ça. C'est jamais aussi clair que ça, et vous allez peut-être me dire que je veux un truc casu, mais ouais, j'en avais besoin, que ce soit la migraine, l'âge ou peu importe, en tout cas j'en avais besoin. Vous me direz si vous êtes d'accord ou non, si c'est moi qui suis plus du tout doué, qui suis complètement mon cerveau trop dégradé ou pas, mais en tout cas moi j'aurais vraiment aimé la même histoire, les mêmes révélations de Houfguedin et tout, mais avec beaucoup plus d'accompagnement sur le fait de suivre l'enquête. Là il y a vraiment des moments où je me disais tant pis, admettons, je regarde un peu de loin et je verrai bien ce qui va se passer, parce que moi j'ai lâché l'affaire pour essayer de deviner et tout, parce que c'est trop quoi. Trop de persos, c'est déjà dur de se rappeler de tous les noms, tous les prénoms, qui est qui, etc. Une ou deux fois je suis revenue, parce qu'au début du livre il y a un espèce d'index des persos où t'as les noms des gens pour dire quel est leur lien familiaux, qui est le valet de qui est la cuisinière machin, qui est l'artiste, enfin en gros pour rappeler un peu qui est qui, comme dans une pièce de théâtre. C'est un peu utile, mais c'est pas suffisant, parce que moi j'aurais vraiment eu besoin qu'il y ait ça, qu'on nous le réécrive au fur et à mesure de l'histoire, avec des mises à jour sur les liens entre les persos et tout quoi. Pas évidemment en format compte rendu, mais en format littéraire. Vraiment voir le héros qui se remémore les choses, qui fait les connexions dans sa tête et tout, ça m'aurait énormément aidé et ça aurait été très appréciable quoi. David Lynch, moi c'est non, que ce soit en film ou en livre, donc heureusement qu'il a déjà mis un peu d'eau dans son vin, mais j'aurais aimé qu'il en mette encore plus. Poésie et contemplation, au risque de vous surprendre, il y en a un peu, parce que comme je vous disais, les descriptions sont assez bien faites. Il y a vraiment des passages où le héros bade et où il regarde des scènes qui sont vraiment mélancoliques. Evelyn Hardcastle, en fait, pendant une partie de l'histoire, on va la voir se suicider, et on se demande justement comment on est censé élucider un suicide. Alors pourquoi elle se suicide, est-ce qu'elle y a été forcée, qui l'a forcée, etc. Enfin, on peut quand même considérer que c'est un meurtre, parce que justement elle avait l'air heureuse avant dans la journée, rien laissait penser qu'elle allait se suicider, mais justement la fameuse scène de son suicide, elle est décrite de manière très poétique, etc., avec un côté très théâtral, contemplatif et tout, et c'est pas la seule, il y a plusieurs moments où le héros déprime en regardant la pluie à travers la fenêtre, etc., ou dans des paysages, ou quand il est dans les bois, quand ils sont censés chasser et compagnie, enfin, il y a quand même pas mal de moments, je trouve, où il y a des choses poétiques, et même des idées un peu poétiques, justement dans le fait de
se réveiller jour après jour et de revivre la même journée, et quel sentiment ça fait, le fait de voir les gens condamnés à revivre ça, et le côté un peu prison de tout ça, etc. Ouais, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de poétique dans le fond, et même un peu dans la forme, même si c'est pas la qualité principale du truc, c'est pas absent, quoi. Et suspense et action, il y en a beaucoup. Comme je vous disais, il y a le valet de pied qui menace de tuer les personnages, donc il fait assez peur. Et de temps en temps, le héros va vouloir lui-même l'attaquer, mais ça va jamais se passer comme prévu. Il prend très cher à travers ses différentes incarnations. Comme je vous disais, Anna, on ne sait pas si elle est gentille ou méchante. Evelyn Hardcastle, on ne sait pas si elle se suicide ou si elle a été tuée. Et si elle a été tuée, voilà, par qui, etc. Il y a tellement de gens qui ne sont pas ce qu'ils semblent être que il va falloir enquêter sur un peu tout le monde, et on apprend constamment des choses et tout ça, donc oui, on est plus vraiment sur de l'enquête que sur de l'action à proprement parler, mais il y a quand même beaucoup de scènes où les gens se tapent dessus, des meurtres qu'on essaye d'empêcher, de pas empêcher, etc. Donc beaucoup de gens qui vont mourir, soit des fois on trouve juste les corps, mais des fois on les voit mourir en direct, hein. Pour le coup, j'ai jamais eu de sentiment d'être dérangée en me disant on m'ellipse les scènes intéressantes. Non, là elles étaient pas ellipsées. On a vu du pétage de gueule à la fois quand c'est le héros qui pète la gueule à quelqu'un ou quand c'est lui qui se fait péter la gueule par quelqu'un. On a vu des persos se faire tuer, etc. Bon, voilà, j'ai vraiment eu tout ce que je voulais à ce niveau, donc oui, de l'action il y en a, même si c'est pas de ça qui manquait en fait. C'était vraiment le côté penser des persos où j'aurais aimé que ce soit plus détaillé. Les dialogues, ils sont bons. J'ai pas été tant que ça marquée par des tics de langage ou des personnages, etc. C'était vraiment plutôt les descriptions qui étaient marquantes. Comme je vous disais, des expressions de visage qu'on nous décrit, un perso où on nous dit qu'il avait vraiment pas l'air d'avoir de sentiments et que ça faisait vraiment froid dans le dos, etc. De dire que quelqu'un, par exemple, il avait les yeux justement tellement vides qu'on avait l'impression qu'il y avait personne à l'intérieur. Il y avait plusieurs fois des descriptions comme ça qui sont extrêmement marquantes, extrêmement bien faites, qui caractérisent bien les persos et qui nous donnent vraiment l'impression de les connaître et qui nous aident à les retenir, à bien retenir qui est qui, etc. Mais en soi, les dialogues, j'ai trouvé que non, j'ai pas vu de différence entre les riches et les pauvres, les valets, etc. À part que les valets appellent les gens monsieur ou madame et compagnie. Mais globalement, il n'y avait pas beaucoup de différence, donc rien de très marquant à ce niveau, mais pas de défaut non plus, et c'était assez fluide, les dialogues entre les gens, quand ils essayent de se faire comprendre les choses les uns aux autres, et pour le coup, on sentait bien qu'il y avait des gens bêtes, des gens intelligents, des gens normaux, entre les deux, etc. Donc il n'y avait pas de syndrome de Dune où tout le monde est trop intelligent, ou de syndrome de le saut des sorcières où tout le monde est trop con. Donc crédibilité et réalisme... Bah voilà, je vous dis, je trouve que ça aurait été mieux si on avait vu plus de différences, par exemple, justement, entre les riches et les pauvres, les persos de classes différentes, etc. Je trouve que là, ça se voit énormément dans leur attitude. On nous dit, par exemple, qu'une pauvre, elle se tient avec les épaules baissées, les yeux baissés, qu'elle ose pas regarder les gens en face, et que voilà, elle avait une attitude fuyante, etc. Alors que les riches, ils ont les épaules en arrière, ils se tiennent bien droit, ils sont arrogants, ils donnent des ordres, et ils engueulent les gens quand ils veulent pas leur donner ce qu'ils ont demandé, etc. Enfin, on le sent dans leurs actes, mais on le sent pas vraiment dans leur manière de parler. Donc c'est pour ça que je me dis, il y a des qualités qui compensent ce défaut. En tout cas, les dialogues, c'est pas la grande qualité du livre. Originalité côté marquant, du coup, non, il y en a pas. Mon note globale, après y avoir réfléchi relativement vite, je mettrai 7, parce que je considère vraiment que ce livre est bon, mais mon expérience n'était pas excellente, comme je vous disais, j'étais peut-être pas dans les bonnes conditions, j'ai pas pu vraiment prendre du plaisir, j'avais vraiment l'impression d'être en train de résoudre un casse-tête ou plutôt de subir une épreuve. Donc j'ai vu le talent, la créativité, je me suis dit waouh, j'ai été impressionnée, mais j'ai pas tant que ça pris de plaisir. C'est un peu dommage. J'ai pris du plaisir en découvrant, comme je vous disais, l'univers, les concepts, tout ça. Je me suis dit c'est stylé, mais sur le moment, pendant que je lisais, au début ça allait, mais rapidement j'étais saturée, j'étais en train de réfléchir, de dire attends, lui c'est qui, ah ouais ok, je reviens au début, je regarde lui c'est qui, ok, je relis ligne par ligne pour voir, quand on nous a dit qu'un tel avait fait ça parce qu'il en voulait un tel, etc. Mais j'avais pas compris qui était le deuxième ou troisième perso dont on nous a parlé, donc je relis, je me rappelle, je fais ah oui ok. Moi j'aime pas trop, comme je vous disais, j'aime bien lire avec un serre-flèche bas en mangeant et tout. Voilà, les choses comme ça qui me demandent beaucoup, beaucoup d'efforts et où j'ai l'impression de me sentir un peu bête, un peu nulle et tout, c'est pas l'idéal, donc c'est pour ça que je mets pas plus, mais je mets 7 parce que j'ai conscience vraiment que le truc est bon, et j'espère que cet auteur va continuer et qu'il écrira des livres
plus long, avec plus de détails. Je pourrais avoir honte de dire ça, mais faut accepter les choses telles qu'elles sont, on se dégrade, etc. Voilà, j'aimerais que ces trucs soient plus casualisés, quoi, clairement. Je voudrais bien une histoire aussi complète, une enquête aussi complexe, avec autant de trucs tarabiscotés, de révélations, de gens qui sont pas ce qu'ils semblent être, et de complots, etc. Mais où on nous récapitule beaucoup plus les éléments, et où on traîne plus dessus, et où on a plus la possibilité de voir venir, quoi. Sur ce, spoilons. Alors je vais avoir du mal à vous spoiler exactement quelle est la fin de l'histoire parce que c'est très 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 compliqué. On a des tonnes de révélations. Voilà, je sais pas si... pour moi, ce serait même un défi de vous résumer vraiment tout tel que c'est. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que cette journée que nos persos vivent en boucle, c'est en fait une sorte de prison. Et les autres persos, donc dans cette prison, il y a Anna. Il y a donc Hayden Bishop qui est notre héros et qui lui y est allé volontairement. Et il y a Daniel... j'ai plus son nom de famille. J'allais dire Sutcliffe, mais non, Sutcliffe, je crois pas que ce soit lui. J'allais dire Cambridge, mais je crois pas que ce soit non plus. Ou Eldridge. Moi, je crois que c'est ça doit être Eldridge. Mais bon, on va l'appeler Daniel parce que je suis pas sûre. Bon, en tout cas, Daniel, Anna et Hayden. Et donc, Hayden, il est venu par lui-même. Il pense être venu pour sauver Anna, mais en fait on va apprendre en révélation de fin qu'en fait il était venu pour se venger d'Anna, parce qu'en fait Anna était une grande criminelle connue dans le monde entier pour avoir tué des tonnes de gens, et elle a notamment tué la sœur donc de Hayden Bishop, en la torturant pendant 1 semaine je crois. Vraiment elle l'a fait souffrir de ouf, etc. Et donc lui il la haïssait de ouf, et il est venu dans cette prison pour la torturer, pour avoir l'occasion de la tuer chaque jour, jour après jour, etc. Et donc en fait, dans ses premières boucles où il était dans cette histoire, quand il se souvenait encore de pourquoi il était là, il était là pour défoncer Anna. Mais avec le temps, il a fini par se rappeler du fait que il arrivait des choses à Anna, et donc il s'est dit qu'il voulait la protéger. Et son instinct protecteur, au lieu de se dire j'ai perdu ma sœur et je veux la venger, il s'est dit je dois protéger Anna. Et en fait, on ne sait pas depuis combien de temps il avait basculé dans ce mode. On sait que le médecin de peste, qui s'appelle Oliver, je crois, essayait de le remettre entre guillemets dans le droit chemin, et essayait de faire en sorte que ce soit lui qui résolve l'enquête, parce qu'il a des supérieurs, lui, on n'en sait pas très peu là-dessus, mais il a des supérieurs qui ne veulent pas que ni Anna ni Daniel ne sortent de cette prison, parce qu'apparemment c'est des criminels horribles, etc., et ça serait un peu un scandale qu'ils en sortent. Ils sont supposés être là-dedans pour à la fois être punis et à la fois pour se racheter, parce que comme leurs souvenirs s'effacent avec le temps, et comme ils revivent la même journée en boucle, etc., ça leur vide un peu leur cerveau de ce qu'ils étaient originellement, et ça les remplit par autre chose. Le truc, c'est qu'on les remplit par quelque chose de négatif, parce que cette journée, comme je vous disais, c'est une journée où il y a un rassemblement d'ordures qui s'entretuent. Donc c'est pas quelque chose de très positivisant pour vous rendre meilleur, etc., même si on vous rend amnésique. Et donc c'est ce que Hayden va dire en disant que lui il considère qu'il a le droit de vouloir sauver Anna, parce que Oliver va lui faire des révélations en lui disant mais tu veux pas la sauver, tu veux te venger d'elle, donc rappelle-toi et voilà, tu t'en sors, tu la laisses ici et tu te casses. Et on espère que ta vengeance t'aura satisfait et que tu peux passer à autre chose, mais clairement Anna elle va rester en prison. Et lui il dit non, le principe de cette prison c'est peut-être une punition, mais c'est aussi de pouvoir se racheter, c'est à ça que sert l'amnésie, et c'est pour ça que vous nous donnez une chance de nous en sortir, donc si vous voulez réellement que ce soit juste, Anna elle a changé, pendant ces 8 jours que j'ai passé avec elle, j'ai bien vu qu'elle a essayé de m'aider, elle a rien fait de si horrible que ça, peut-être que c'était une ordure dans sa vie d'avant, mais elle a changé, si votre but c'est que les gens se rachètent, laissez-lui une chance de réellement se racheter, et donc laissez-moi la sauver. Et il va finir par convaincre Oliver. Par contre, il y a une autre fille qui s'appelle Séraphine, je crois, donc une autre médecin de peste, qui va être envoyée pour rattraper les bourdes d'Oliver, parce qu'apparemment il n'a pas le droit d'aider Hayden comme il le fait, et il n'a pas le droit de prendre parti, il n'a pas le droit d'intervenir, etc. Donc elle essaye de remettre les pendules à l'heure en aidant Daniel, qui est
non pas le valet de pied, mais celui qui donne des ordres au valet de pied. donc Daniel, en fait, était le méchant depuis le début, et Daniel avait fait croire à Hayden qu'il était sa dernière incarnation, que du coup il était le personnage, le lui futur qui en savait le plus, et donc il lui disait faites-moi confiance, faites ceci, faites cela, et il le soutenait, il lui a donné à boire dans des moments où il était pas bien, il l'a aidé dans des moments où il était pas bien, etc. Et en retour, il a gagné sa confiance et il s'est clairement servi de lui, et lui, donc il espérait pouvoir tuer Anna, parce qu'il disait à Hayden ramenez Anna et on va coincer le valet de pied ensemble, etc. Mais en fait c'était un piège qui lui tendait pour les rassembler tous les deux pour se débarrasser d'eux, et au final être le seul à pouvoir donner la réponse en fin de journée de qui a tué Evelyn Hardcastle, vu qu'il faut avoir cette réponse pour s'en sortir. Donc une des révélations c'était ça, c'était que Daniel finalement était méchant et n'était pas une incarnation de Hayden. Et ce qui est très stylé, c'est qu'on va le comprendre au fur et à mesure, parce que quand Hayden va arriver dans son avant-dernier jour, parce qu'il sait que son dernier jour c'est Gregory Gold, qui est l'artiste, parce que il l'a vu devenir fou à cause des blessures qu'il avait reçues, parce qu'en gros Gregory Gold a tabassé le majordome qui était sa deuxième incarnation d'Hayden, en réponse, je sais plus si c'est Daniel justement, non je crois pas, je crois que c'est le Peter Hardcastle, donc le maître de maison, en réponse au fait qu'on ait pété la gueule de son majordome, qui a décidé de punir le coupable en l'attachant par les pieds et les mains au plafond pendant toute la journée, un truc comme ça, et du coup Gregory Gold il est complètement rendu fou par la douleur au fur et à mesure de la journée, en plus du fait que c'était le dernier hôte et qu'il avait été aussi rendu fou par la douleur que Hayden avait vécu dans les jours précédents en se faisant défoncer par le valet de pied pendant les 2 jours précédents où il a été tué, je sais plus c'est Davis ou un truc comme ça. En tout cas, le mec du 3e jour avec lequel il avait essayé de s'échapper de la maison. Et en fait, comme il n'a pas le droit de s'échapper, il s'est évanoui d'épuisement sur la route. Et au final, on lui a rendu le perso qu'en fin de soirée. Et le perso était en train de revenir et d'essayer de résoudre l'enquête, du coup, parce que quand ces persos s'endorment, comme je vous disais, il se réveille dans un autre. Et du coup, il reprendra celui-là plus tard, quand la journée sera plus avancée et quand ces autres persos seront plus avancés. Parce que normalement, il aurait dû les faire dans l'ordre où il se réveillait, mais apparemment, Oliver a un peu cheaté pour lui mettre l'ordre dans un... Enfin, modifier l'ordre d'une manière qui facilite sa progression. Parce que s'il était trop tôt dans ceux qui étaient intelligents, quand il n'avait pas encore compris ce qu'il faisait là, etc., il allait mal les rentabiliser, etc. Enfin, ce genre de choses. Donc il a fait un ordre optimal selon lui pour aider Hayden à essayer de résoudre l'enquête. Donc bref, du coup, il se retrouvera dans ce perso-là en fin de journée, et quand il s'y retrouve, il y a le valet de pied qui l'attendait et qui lui pète la gueule. Daniel aussi, d'ailleurs, les deux lui pètent la gueule, parce qu'à ce moment-là, justement, c'est là qu'il comprend que Daniel n'est pas un futuriste. Enfin, il l'avait compris un peu avant, mais c'est là qu'il arrive à le confronter. Et donc, ensemble, ils le butent, mais ça va les occuper, et ça fera qu'avec son dernier jour, il va savoir où sont ces deux-là, et donc pouvoir agir pendant ce temps-là, pendant que eux sont occupés à buter son lui du 7e jour, enfin son 3e lui, mais qui était le 7e à ce moment-là, parce qu'il en avait fini d'autres avant. Enfin voilà, c'est plus compliqué à résumer, comme je vous dis. Mais du coup, pendant qu'eux sont occupés là, lui va pouvoir résoudre le meurtre. Et donc pour le meurtre d'Evelyn Hardcastle, alors au départ, on pense qu'elle se fait tuer, ensuite on apprend qu'elle se suicide, ensuite on se dit c'est quand même bizarre parce qu'elle se suicide avec une arme qui n'était pas celle qu'elle avait plus tôt dans la journée. Bon, pourquoi ? En fin de compte, on apprend qu'on lui a dit... Enfin, on apprend que c'était un plan où elle était supposée faire semblant de se suicider parce qu'en fait, elle était obligée normalement d'épouser Ravencourt, donc le gros. Elle voulait pas. C'est ses parents qui voulaient la forcer parce qu'ils sont ruinés. Et en gros, ils voulaient la vendre en dot parce que Ravencourt, c'est un banquier et qu'il est riche. Et donc elle voulait faire semblant de se suicider pour quitter le manoir et ne plus jamais réapparaître et ne pas être obligée de se marier avec lui. Sauf que quelqu'un a décidé de la tuer réellement, donc voilà, le but c'est de comprendre qui, vu qu'elle en gros voilà, elle faisait semblant de se suicider, et c'est pour ça qu'elle avait pas l'air contre au départ, mais que finalement elle a l'air surprise quand elle tire une balle et qu'elle tombe réellement, etc. Mais au final, c'est pas la balle qui la tue, mais le fait que, en fin de compte, quelqu'un l'a empoisonnée avant. Enfin, je crois que l'arme aurait peut-être dû la tuer, mais que Bishop a quand même réussi à modifier quelque chose pour que ce soit pas le cas. Encore une fois, désolé si ce que je vous dis est un peu confus, mais c'était tellement compliqué qu'il y a des moments où j'ai un peu oublié des bouts.
En tout cas, finalement, elle a été empoisonnée en plus, donc il la sort de l'eau. Et il avait vu que Michael, donc son frère, la récupérait, était en pleurs, etc. Et qu'elle avait l'air morte. Là, il sait que finalement, elle va que avoir l'air morte, mais qu'elle n'est pas supposée l'être, parce qu'apparemment, elle a pris des drogues aussi pour avoir les muscles détendus et ralentir son rythme cardiaque et compagnie, donc pour avoir l'air morte. Mais finalement, elle n'est pas supposée l'être. Mais en fait, quelqu'un l'a empoisonnée. Donc finalement, Michael va boire le verre qu'elle avait bu, donc il va être empoisonné aussi. Les deux vont se mettre à écumer. Lui, il a l'antidote, il va le donner à un des deux, il va le donner à Evelyn Hardcastle, parce qu'il s'était attaché à elle dans sa première journée en tant que Sébastien Bell. Donc il la sauve et il laisse mourir Michael Hardcastle. Mais on sait toujours pas qui a mis ce verre de poison et qui voulait la tuer. C'est toujours un peu le bordel. Ensuite, on découvre qu'il y a eu des morts un peu partout. Il y a une vieille dont je me rappelle plus le nom. Elle a l'air d'être morte d'une crise cardiaque, mais on sait pas trop. Et quelqu'un va lui dire que finalement c'est sûrement un meurtre. Il y a les deux parents, enfin Helena Hardcastle, donc la mère de tous les enfants dont on parle, la mère de Evelyn et Michael et Thomas, l'enfant qui est mort. On l'a pas vu de la journée, donc on sait que c'est louche. Pendant très longtemps, on va se dire que c'est peut-être elle qui veut tuer sa fille parce qu'elle lui a jamais pardonné que son fils soit mort, etc. On va même avoir des indices qui vont en ce sens parce que, en essayant de savoir qui avait tué Thomas 15 ans plus tôt, il y a le palefrenier, je crois, qui va dire qu'il a vu Helena avec Thomas ensanglanté dans les bras en train de dire c'était un accident, c'était un accident. Donc on se dit oula, c'est louche. Et apparemment, il y a un gars qui s'appelle Cunningham. Au départ, on pense que c'est un fils illégitime de Peter Hardcastle, mais finalement, c'était un fils illégitime de Helena Hardcastle, et ils l'ont fait passer pour un fils de Peter parce que c'est moins grave d'avoir un bâtard quand on est un mec que quand on est une femme. Et donc, ils l'ont élevé, c'est la cuisinière qui l'a élevé. Et donc, lui, ça va être le valet de Ravencourt qui va aider Hayden Bishop à trouver des indices, etc. Mais on sait qu'il a sa propre quête. On apprendra finalement que sa quête, c'était d'innocenter son père. Son père qui est donc le mec avec qui Helena l'a conçu et qui était un ami de la famille, je crois, ou un serviteur, je sais plus ce qu'il était, et qui s'appelle Charlie, je sais plus comment. On va l'appeler Charlie. J'allais dire Charlie Harper, mais je suis pas sûre que ce soit ça. En tout cas, ce fameux Charlie qui du coup a été pendu pour le meurtre de Thomas, mais en fait on se dit que c'est peut-être Helena. Quand Cunningham apprend que c'est effectivement pas son père qui a tué Thomas, qui était son ami d'enfance aussi, hein, parce qu'ils ont quand même grandi ensemble, tous les enfants des serviteurs ou les bâtards adoptés et compagnie, et les enfants de la famille, ils ont grandi tous ensemble, donc ils étaient amis. Et donc il se dit, c'est quand même con d'apprendre que mon père est innocent, mais que c'est ma mère qui l'a assassiné, etc. Donc il est un peu blasé. Donc ce mec-là est assez sympa. Il va être aussi ami avec le flic, comme je vous disais, qui va être celui qui va le plus faire avancer l'enquête et découvrir des choses. Mais finalement, on découvrira plus tard que Helena était morte depuis le début de la journée. Peter va aussi être tué au cours de la journée. On va le retrouver mort à un moment dans un pavillon de chasse, une espèce de cabane de chasse, un truc comme ça. On sait que lui, il prévoyait, comme je vous disais, un peu de vendre sa fille. Ah oui, et qu'il y avait un mec qui le faisait chanter. Stanwin, je crois, s'appelle le mec qui faisait chanter. Donc ce mec était au départ un pauvre qui est devenu riche parce que il est supposé être celui qui a découvert le meurtrier de Thomas et avoir peut-être sauvé les autres enfants ou un truc comme ça. Enfin, en tout cas, voilà, il s'est fait enrichir pour ça parce qu'il est supposé avoir découvert le meurtrier, sauf qu'en vrai c'est pas ça, c'est que justement c'est lui qui les fait chanter parce qu'il a vu Helena avec le corps ensanglanté de son fils et tout, et donc il savait qu'il y avait un truc louche, et pour pas qu'il parle, justement, ils lui ont donné de l'argent. Donc ce mec-là fait chanter plein de monde, il a un carnet avec des infos sur tout le monde, etc. Donc Hayden va trouver ce carnet et s'en servir et compagnie. Au départ, ce mec, on pense que c'est un espèce de gros méchant connard, mais finalement, il était plutôt sympa. Enfin, outre le fait qu'il faisait chanter des gens, mais il faisait chanter des connards et il avait des raisons. Par exemple, le moment où il a un peu maltraité une servante, en fait, c'est parce que cette servante était sa fille et qu'il voulait pas qu'on la prenne, je crois. Donc il voulait pas qu'il y ait de soupçons là-dessus, et du coup il l'a engueulé pour que les gens se disent bon, vu comment il la traite, il y a rien entre eux, etc. Donc c'était plus pour la protéger, etc. Donc voilà, il y a des fois des gens qui ont l'air de gros connards, en fait, qui sont un peu plus sympas que ce qu'on croit, mais il y a beaucoup plus souvent le contraire, hein, des gens qui ont l'air sympas et finalement qui sont des gros connards. Donc tout ça, et finalement, donc qui a tué les parents Hardcastle et pourquoi, sachant aussi que Michael meurt à la fin de la journée. Tout le monde meurt, sauf du coup Evelyn qui va être sauvée, enfin c'est ce qu'on pense. Mais à la fin, au début, oui. Hayden pense que c'est Michael qui a voulu assassiner sa sœur, même s'il comprend pas pourquoi. Parce que il pense que en fait il avait remplacé le flingue
pour qu'elle meure vraiment, alors qu'elle pensait qu'elle allait se tirer une balle à blanc, et que du coup il était entre guillemets étonné de la trouver vivante. Oui, c'est ça, c'est parce qu'il a essayé de la tuer. Quand il l'a trouvée vivante, il a essayé de la tuer, mais du coup c'est lui qui avait le flingue pas chargé, et donc Hayden à ce moment-là lui avait dit « te fatigue pas », etc. Et donc bon, lui il a lâché l'affaire quand il a vu qu'il pouvait pas tuer, voilà. Mais on comprend pas pourquoi il voulait tuer sa sœur, parce que tout dans l'histoire disait qu'il l'aimait et qu'ils étaient extrêmement proches. Donc est-ce que tout ça c'était aussi un mensonge et un faux semblant ou quoi, on ne sait pas. En tout cas, lui il dit que c'est Michael qui a tué, et donc à un moment Oliver lui dit t'es libre, tu peux partir. Lui il dit non, je veux pas partir, je veux sauver Anna. Il y a plein d'autres meurtres, donc moi je vous ai dit celui-là, ok merci, je suis libérée, d'accord, mais avec Anna on va vous en trouver d'autres, et donc elle pourra sortir aussi. Oliver finit par approuver le fait que c'est juste, même si il y a un grand dialogue que pour le coup j'ai trouvé très stylé, j'ai vraiment bien adoré ce moment. De toute façon, vous savez que j'aime bien les histoires de rédemption de gens, enfin quand on est allé au-delà de la vengeance, etc., et qu'on finit par vouloir repartir à zéro, c'est un truc que j'avais bien aimé dans Mille Morts, et donc forcément j'aime bien ça aussi ici. Donc j'ai beaucoup aimé ce passage, et le fait de faire admettre à Oliver que c'était juste de donner une seconde chance à Anna et tout, j'ai vraiment adoré. Donc voilà, finalement, il repart pour sa dernière journée où ils vont essayer de comprendre pourquoi Elena et Peter ont été tués. Enfin, il savait pas encore que Elena était tuée, mais apparemment lui il s'en doutait, mais il nous l'avait pas dit, hein, ce petit coquinou de Hayden. En tout cas, il est allé directement à la barque où on trouve son corps. Anna le trouve aussi et dit mais alors qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et donc lui il essaye de lui faire deviner qui est le meurtrier, parce que c'est elle qui doit le dire pour qu'elle s'en sorte, mais elle devine pas. Et il dit mais alors à ton avis qui reste, qui a pu tuer Elena, Peter, potentiellement même Michael, etc. Enfin tout le monde est mort, et puis il y a aussi la vieille dont je me souviens plus le nom. Enfin voilà, qui a fait tout ça, qui est encore en vie, qui aurait intérêt à le faire et tout. Et en fin de compte, quand il est en train de lui demander ça, il y a bon, le truc c'est que je vous en ai pas parlé, donc vous pouvez pas le deviner dans ce que moi j'ai dit. Depuis le début, Evelyn Hardcastle, elle avait une femme de chambre qui s'appelait Madeleine, je ne sais plus comment. Et elle lui avait dit vous resterez tout le temps avec moi, etc. Parce que apparemment elle s'était fait agresser, la Madeleine, par le mec qui agressait toutes les filles. Donc elle était un peu en flip sur ça, et c'est elle qui se faisait agresser au tout début du bouquin quand Hayden croyait que c'était Anna. Bon, du coup on nous avait parlé avant de cette femme de chambre, mais on n'avait pas plus d'infos que ça, hein, c'était juste une femme de chambre, point. Et c'était la femme de chambre de Evelyn Hardcastle, c'est tout. Et donc la femme de chambre arrive à ce moment-là. Et en fait, je me souviens plus exactement comment, mais Hayden commence à faire deviner à Anna et à lui faire comprendre que c'est pas Madeleine, en fait c'est elle, la vraie Evelyn, et qu'en fait elles ont inversé leur place, parce que la vraie Evelyn justement voulait s'enfuir et non pas épouser le duc Ravencourt, et plutôt que de faire semblant de se suicider, en fait elle avait décidé de se prendre un rôle de femme de chambre, et finalement cette fille qui n'était pas non plus une femme de chambre à l'origine, mais qui était une ancienne amie à elle, qui s'appelait Felicity Maddox. C'était apparemment une espèce d'arnaqueuse, enfin je sais pas si c'était une amie ou si c'est juste une femme qu'elle connaissait, en tout cas c'était une arnaqueuse, et donc elle lui a dit vous prenez ma place pour épouser Ravencourt, vous faites semblant de vous suicider, et comme ça vous serez libre vous aussi. Voilà, c'est juste une espèce de double sécurité, sauf que en fait elle et Michael avaient prévu de tuer cette femme au moment où elle était supposée de faire semblant de se suicider, en faisant passer ça pour un suicide, pour que elle puisse réellement s'en aller alors que son ancien perso soit mort, et qu'elle puisse vraiment commencer une nouvelle vie. Et avec Michael, ils s'étaient mis d'accord pour assassiner même leurs parents, parce que lui il voulait l'héritage. Donc en gros lui il aurait été le dernier enfant vivant, il aurait eu l'héritage, et elle aurait plus son nom, elle aurait pu s'enfuir et recommencer une nouvelle vie, et plus personne ne l'aurait fait chier vu que tous les gens qui seraient au courant de l'histoire seraient morts. Donc c'était ça le plan. Elle, quand elle voit que Hayden l'a grillé, Hayden qui se trouve actuellement dans le corps de Gregory Gold, donc elle fait bravo, c'est stylé et tout, moi je pensais que vous étiez un mec stupide et tout, en tant qu'artiste vous aviez l'air naze et tout, mais en fin de compte vous me sortez tout ça comme si vous y étiez, je sais pas du tout d'où vous avez trouvé ces infos, etc. Donc là elle nous fait vraiment la psychopathe pure et dure, comme à la fin de la plupart des films où il y a des psychopathes, en mode elle a aucune émotion, elle les applaudit, elle leur fait bon maintenant je vais vous tuer, parce que voilà je peux pas vous laisser parler, je peux pas vous laisser me dénoncer, mais elle a l'air en même temps contente qu'ils aient grillé son histoire et de raconter ce qu'elle a fait, et donc Anna et Hayden vont essayer de la faire parler pour faire patienter, faire passer le temps en attendant que le médecin de peste arrive et que Anna puisse dire voilà c'est elle qui a tué. Ils vont réussir à la faire patienter pendant un moment, sauf qu'au bout d'un moment ils vont aller dans une cabane et le médecin de peste ils vont le voir dehors mais il rentre pas, et là Hayden se dit merde, en fait il va pas vouloir qu'on s'en sorte tous les deux, il veut
savoir qui tue Evelyn Hardcastle, mais pas la fausse, la vraie. Et la vraie, c'est celle qu'on a devant nous, c'est pas celle que j'ai sauvée plus tôt dans la soirée. Ce qui fait que la seule personne qui peut être le meurtrier d'Evelyn Hardcastle, c'est un de nous deux. Donc Anna ou moi va devoir la tuer, et l'autre va devoir dire c'est lui. Et du coup, il y en a quand même qu'un de nous deux qui vont s'en sortir. Et donc là, il se dit merde, je peux pas laisser faire ça, etc. Anna comprend à peu près la même chose que lui, et elle décide très certainement de se sacrifier pour le laisser s'en sortir. Donc elle commence à s'avancer pour essayer de tuer Evelyn, parce que Evelyn, comme je vous disais, voulait les buter. Elle était en mode psychopathe, sans aucune émotion. Et en fait, quand ils lui ont dit, mais il me semble que c'est Aiden qui a l'idée de lui dire, mais alors pourquoi t'as tué Michael? Et elle a dit, mais non, j'ai pas tué Michael, ça va pas et tout. Et il lui fait, bah si, t'avais mis un verre d'alcool empoisonné à côté de Felicity Maddox pour qu'elle le boive, pour qu'elle crève, même si elle se tirait pas la balle, ou même si, etc. Enfin, en gros, une double sécurité pour être sûre qu'elle crève. Mais ce que tu savais pas, c'est que comme t'avais pas dit à Michael que t'allais faire ça, vu que, voilà, t'as fait tes plans en douce, lui, il était juste au courant du coup de feu, mais il savait pas qu'il y avait une double assurance. Donc lui, il a vu le verre d'alcool, il l'a bu en mode ah, c'est trop d'émotion, je vais boire un petit coup. Et donc il est mort par ta faute parce que tu lui as fait cette cachotterie. Et donc là, Evelyn commence à s'arracher les cheveux, de devenir pâle, etc. Enfin ça, elle le supporte pas du tout, parce que oui, en fait, elle était réellement très proche de son frère, ça, c'était pas un mensonge. Et les deux étaient vraiment complices dans toute cette affaire depuis le début, et voilà. Mais c'était un espèce de duo de meurtriers, même si Michael avait l'air beaucoup moins psychopathe qu'elle, parce que lui, quand il a voulu tuer Felicity Maddox, on sentait qu'il était ultra nerveux, et que c'était pas un mec qui avait déjà tué avant, etc. Enfin... Voilà, on sentait qu'il l'avait fait pour elle, mais pour sa sœur, mais que lui, c'était pas quelque chose d'instinctif pour lui, quoi. Et donc Evelyn est en train de bader, et donc Anna veut lui sauter dessus pour la tuer, et à ce moment-là, quelqu'un lui tire dessus. Au début, on ne sait pas qui c'est. Je l'ai lu ligne par ligne, donc c'est pour ça que je m'en rappelle bien, heureusement, parce que sinon je sens qu'encore une fois, j'aurais été dans le brouillard et j'aurais du mal à suivre. Et en fait, c'est Felicity Maddox, donc vu que Aiden l'avait sauvé en lui donnant l'antidote, comme je vous disais, il avait pu le donner qu'à un seul des deux, il l'a donné à Felicity, en pensant que c'était Evelyn, parce qu'il s'était attaché à elle le premier jour. Et donc elle arrive et elle tire sur Evelyn Hardcastle, et donc Anna dit, là t'as le médecin de peste qui rentre, et Anna dit, voilà, c'est Felicity qui a tué Evelyn Hardcastle, et donc le médecin de peste leur dit ok, vous êtes libres tous les deux, et Aiden lui dit mais tu vas pas avoir des problèmes mec, on t'avait dit que t'avais pas le droit de faire sortir de personne, on t'avait dit que t'avais pas le droit de laisser sortir Anna. Lui il fait bah si, je vous cache pas que je vais en avoir, mais bon, chaque jour suffit sa peine, moi ça fait aussi des années que... Enfin, je sais même pas s'il dit des années, il mentionne pas, mais il dit ça fait une éternité que je suis coincée à vivre tous les jours cette même putain de journée déprimante. Pour une fois qu'il se passe quelque chose de beau, de positif, etc. Pour une fois que je vois des bons sentiments, une histoire qui se finit bien, j'ai envie d'en profiter, de la savourer. On va très certainement me le faire payer dans quelques jours quand ils l'apprendront, mais je vais essayer de profiter de l'instant présent, donc allez-y, soyez libres, soyez heureux, salut les gars, moi je vais passer une bonne soirée, et pour le reste on verra plus tard. Et ça se termine comme ça, et j'ai trouvé que c'était vraiment une très belle fin. Ni toute rose, ni toute noire, enfin c'est vraiment une fin où on n'a pas non plus la frustration de se dire ouais c'est une demi-teinte artificielle et tout. Non, là il y a vraiment, on sort d'un truc horrible et on a l'impression de voir un peu la lumière au bout du tunnel, et c'est une lumière auquel je peux croire. Voilà, c'est le genre d'histoire que je préfère quand il y a vraiment des trucs très sombres, mais qu'il y a quand même du positif, et que c'est pas du positif qui me semble naïf ou niais. Très bonne surprise, très bonne histoire, juste dommage que, dans le milieu, comme je vous dis, il y a des circonvolutions de l'enquête dans lesquelles je me suis un peu perdue, parce que voilà, trop d'informations, trop vite, et pas assez de capacité cognitive, hein. Si vous aussi vous êtes allergique au pollen, ne le lisez pas au printemps, mais sinon, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Si vous avez des choses qui vous ralentissent le cerveau, ne le lisez pas dans un moment comme ça, il faut vraiment avoir des capacités cognitives assez en forme pour se le taper, mais il est très bien, donc je vous le conseille. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, sauf si c'est de la merde, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles lectures. Salut!